Le meeting il est à quelle heure? 17h30. On laisse passer Tu le football amateur? Non, je regarde les matchs. Moi je pleure plus quand ça décolle, je pleure plus. Comment? On a des portes gobelets là. Ah, tu vas pas commencer à te déshabiller. Je vais faire pipi. Ouais, moi, je vais aller voir les bloqueurs. Ouais, j'ai envie d'être avec les gars. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec les gars. Voilà. Et puis même ça met du baume au cœur. Bah, je pense, j'espère. Ouais. En tout cas. Monsieur le Président, je vous lirai peut-être, si vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Bah écoute, c'est une super journée. Je voudrais remercier les intellectuels militants d'un côté et les militants intellectuels de l'autre. Et je voudrais remercier la petite équipe de Fakir, parce que quand je pars dans un délire, elle m'accompagne plutôt que de dire c'est pas possible, on essaye de faire que les choses soient possibles. Donc voilà, moi j'avais juste un truc à vous dire, à tous les gens qui sont en grève au Havre. Hier j'étais à Fos, Marseille, on est là pour vous dire merci. C'est nous qui vous disons merci, on est là pour ça. Et je dirais, en un sens, ce meeting se tient et on pourrait arrêter le meeting là parce qu'on est là et on voulait dire qu'on était là pour vous soutenir et c'est notre seule présence en témoigne. Maintenant, je crois qu'on va causer un petit peu quand même. Bonsoir à toutes et à tous, déjà merci d'être venus, merci aux invités d'être au Havre, capitale nationale de la mobilisation. Je tiens d'abord à dire un grand merci à l'intersyndicale, notamment aux portuaires qui nous protègent tous les jours contre les violences policières. Malheureusement, dans toutes les villes de France, c'est pas la même chose. Ce matin, on a été menacés. Mais un grand merci aux peurs et à toute l'intersyndicale. Je ne vais pas vraiment vous parler de la loi travail, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour en parler. Je vais juste dire deux mots sur la jeunesse. On n'arrête pas de nous dire que la jeunesse aujourd'hui elle est plus s'impliquer dans la vie politique, dans la vie de la société. Aujourd'hui on a un gouvernement quoi? Un gouvernement qui a trahi son électorat, qui a trahi son mandat. Comme beaucoup, j'ai fait l'erreur de voter Hollande en 2012, ça m'a fait mal. Je rappellerai le monsieur moi je, c'est je me bats contre la finance. Ma priorité c'est avec la jeunesse. Aujourd'hui, il a tout renié. Comment on peut demander à la jeunesse de s'investir quand eux-mêmes, ils ne montrent pas l'exemple, ils nous trahissent? Donc voilà, j'avouerai qu'on est beaucoup de députés, jeunes de gauche, à avoir eu de l'espoir, et aujourd'hui on voit le résultat. Donc un peu d'espoir, ouais, mais aussi beaucoup de tristesse par ce gouvernement. Merci. Sur le principe de paye, les femmes gagnent quand même un quart de moins que les hommes pour un travail équivalent. Et la France se classe 132e en matière d'égalité salariale sur 145 pays. Joli. On peut faire effectivement. Donc effectivement, pour nous, féministes, c'est un projet totalement ségrégationniste. Le temps de travail est le premier facteur discriminant pour les femmes, puisqu'en plus, elles effectuent 80% des tâches ménagères. J'entends pas où, là? C'est mieux.
avec un salaire et une protection sociale partielle, mais une flexibilité et une amplitude horaire maximum. Au lieu de réduire la durée légale du temps de travail pour faire converger le temps de travail des hommes et des femmes et permettre à toutes et tous d'exercer leurs responsabilités familiales, le projet de loi renforce considérablement la flexibilité. La flexibilité est imposée. Pour les salaires à temps partiel, c'est la double peine. Un salaire partiel, une précarité maximale. Et des heures supplémentaires qui seront demain payées à 10% au lieu des 25% aujourd'hui. La cerise sur le gâteau, ce sont les délais de prévenance en cas de changement d'horaire, pouvant être réduits à 3 jours, alors qu'à l'heure actuelle, c'est 7 jours. Pour toutes celles qui ne pourront pas s'adapter, les modalités de licenciement sont facilitées. Merci patron. Aujourd'hui déjà, la moitié des femmes qui arrêtent de travailler à la naissance d'un enfant connaissaient auparavant des horaires atypiques. Le travail de nuit, le week-end ou le soir. Demain, ce projet de loi facilitera les licenciements de celles et ceux qui ne pourront pas s'adapter à cette flexibilité imposée. Enfin, le projet de loi réforme en profondeur la médecine du travail. Il supprime la visite d'aptitude obligatoire et centre le suivi médical sur les salariés dits à risque. Sauf que les risques et la pénibilité des métiers à prédominance féminine sont justement sous-évalués. Pour toutes ces raisons, nous féministes disons non au projet de loi du travail. Toute réforme du code du travail devrait au contraire se donner pour objectif de faire enfin l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour ça, le 14 juin, tous à Paris et debout! Une centaine de gendarmes nous ont chargés pour nous déloger. Nous avons à chaque fois reculé, ils avançaient, quelques grenades lacrymogènes sont tombées sur nous, mais nous n'avons pas cédé. Et au bout de 1 kilomètre de recul, nous nous sommes fait face pendant peut-être un quart d'heure, et au bout de 1 quart d'heure, ces gendarmes, bien outillés, ont fini par reflouer. Ils avaient bien sûr les moyens techniques de nous matraquer, de nous faire entendre raison, mais ils n'avaient pas les moyens politiques et les moyens moraux. Et c'est pour cela, et puis il fallait aussi compter sur la mobilisation havraise, qui a été un exemple national, et ils n'avaient donc pas les moyens politiques pour, disons, gagner. Et nous avons, c'est nous qui avons gagné, parce que nous avions une politique ferme, et disons, ferme et à la fois le soutien de toute la population. Alors depuis 3 mois, lors des grèves et manifestations, les travailleurs, les jeunes, la population scandent sans relâche, ni amendable, ni négociable, retrait total de la loi Khomri. Ils ne veulent pas que l'on touche au code du travail. Mais que veut le gouvernement? Il veut appliquer les injonctions et les exigences de Bruxelles. Monsieur Juncker, président de la Commission de Bruxelles, n'a-t-il pas déclaré, je cite, « La réforme du droit du travail, voulue et imposée par le gouvernement, est le minimum de ce qu'il faut faire. » Pour ce faire, ce gouvernement réactionnaire joue la montre, espérant que la situation se décompose. Il condamne les syndicalistes, il matraque, il réprime surtout la jeunesse. Depuis quelques jours, le paysage politique semble se modifier. Ce qui, hier, n'était pas amendable, semble aujourd'hui être amendé. Une subite agitation entoure l'article 2 de la loi. Et cet article 2 de la loi, et cette agitation, ce n'est pas du tout le mandat confié dans les grèves et manifestations. Ce mandat reste tenace, ni amendable, ni négociable, retrait. S'agirait-il
dans les amendements éventuels d'un moindre mal. Alors, on va retirer l'article 2, mais ma foi, on aurait quand même gagné quelque chose. Il est extrêmement dangereux de remettre en cause l'unité et l'indépendance du mouvement ouvrier forgé sur ses revendications. Rien n'est joué, d'autant qu'un vent se lève dans toute l'Europe, en Angleterre, en Belgique par exemple, où la centrale générale des fonctionnaires et des services publics a appelé à la grève et à poursuivre le mouvement jusqu'à la chute du gouvernement. À bon entendeur, salut, n'a-t-on pas envie de dire quand on regarde du côté de notre gouvernement? Rien n'est joué par la grève, les manifestations, les blocages. Préparons avec enthousiasme la montée nationale du 14 juin à Paris. Pourtant résonne plus que jamais l'impérieuse exigence, ni amendable, ni négociable, retrait de la loi El Khomri dans sa totalité. Marchons vers la grève générale, marchons le 14 juin sur Paris pour faire rendre gorge à ce gouvernement, et s'il persiste, eh bien alors qu'il dégage avec sa loi. Avec la diffusion du film Merci Patron, qui a réuni plus de 100 spectateurs. Forte mobilisation aussi de la jeunesse. Les petits passes de notre ruelle, Eramet, Forêt-Lagadec, Ficep, Locama, Osilub, Omnova, la CITA et Yara toujours en grève. J'en oublie certainement, la liste est longue, sans compter bien évidemment tous les syndicats des grosses boîtes de la zone. Le durcissement du combat est parti du blocage pendant 4 jours de la zone qui est le poumon de l'économie industrielle locale, associé au blocage de la ville du Havre avec les camarades de l'UL du Havre, suivi de l'arrêt des unités à Total, de la grève à la CIM, ce qui a initié en France des actions similaires à travers les répercussions médiatiques de ces opérations coup de poing. On ne lâche rien malgré la désinformation et la pression médiatique contre la CGT. On peut se féliciter dans notre capitale de la grève qui est le Havre, ouais! Et manifestations et pas de débordement. En revanche, on ne peut que regretter la dure condamnation du camarade Laurent, qui a pris 6 mois avec sursis assorti de 18 mois de mise à l'épreuve, pour juste 3-4 coups donnés dans une porte, avec comparution immédiate. Tandis que les cadres de la CIM, suite à l'injonction du gouvernement, mettent en danger la population havraise en ouvrant les vannes pour alimenter Exxon et les aéroports de Paris sans être ni formés ni habilités en dépit de toutes les règles de sécurité associées à une zone CPZ2. Mais on va quand même finir sur une note positive. Le bilan intermédiaire que l'on peut faire de la lutte que l'on mène actuellement, et bien sûr que la loi travail, on n'en veut toujours pas, ça c'est clair, mais par contre, cela aurait eu au moins le mérite de nous rapprocher et de nous faire vivre une véritable aventure humaine. Le recul social ne se négocie pas, il se combat, on lâche rien. Vive l'UL d'Harfleur, vive la CGT et tous à Paris le 14. La lutte au Havre contre le projet de loi travail progresse et se poursuit avec détermination. Plusieurs blocages de l'économie sur l'agglomération sont organisés en marge de ces manifestations. Les dernières journées d'action et de grève ont été réussies. Force est de constater que le mouvement contre la loi travail ne s'essouffle pas, bien au contraire. Mais c'est peut-être aussi parce que l'intersyndicale havraise, renforcée par la réussite des actions menées, reste fidèle à sa revendication initiale. Retrait de la loi travail et rien d'autre. La population est toujours opposée au projet de loi à plus de 70%, et ce malgré la répression
orchestrée par Valls et Cazeneuve depuis le début de notre lutte. Malgré les messages diffamatoires du patronat, relayés par certains médias influents, les attaques multiples que la CGT subit depuis le début du mouvement ne doit rien changer à notre détermination. Rien ne nous fera vaciller au Havre. Les irresponsables sont dans le camp du gouvernement, qui s'obstine à vouloir imposer une loi que l'on ne veut pas. C'est qui la majorité? Irresponsable ce gouvernement, qui joue à un jeu très dangereux, en tentant coûte que coûte de maintenir des productions à haut risque et en contournant le droit de grève. Ce qui prime pour le gouvernement, c'est le maintien des productions à tout prix, au détriment de la sécurité, des personnes et de l'exercice du droit de grève. En plus de bloquer le pays et son économie par son obstination, le gouvernement prend aussi le risque d'un accident majeur dont il serait responsable avec le grand patronat, notamment avec la situation vécue à la CIM. En ce qui nous concerne, nous continuerons à prendre nos responsabilités, avec pour volonté, dans le cadre de l'intersyndicale, le retrait de la loi travail. Aujourd'hui, plusieurs entreprises sont inscrites dans une grève durable. On va entendre les camarades parler. Partout en France, le mouvement dure et s'amplifie. L'Assemblée générale a défini plusieurs initiatives pour montrer que notre détermination reste entière. Une manifestation est prévue le 14 juin à Paris. Nous devons nous organiser pour être très nombreux ce jour-là. Inscrivez-vous dès maintenant auprès des organisations syndicales. Poursuivons la mobilisation. Ensemble, organisons la montée en puissance de la mobilisation pour gagner le retrait de la loi travail et la conquête de nouveaux droits. Merci aux camarades qui ont œuvré pour la préparation de ce meeting. Merci à tous les intervenants de leur présence ce soir au Havre. Merci à François Ruffin pour son enthousiasme et sa détermination à vouloir organiser ce meeting. Tous ensemble, nous sommes la majorité. On lâche rien. Juste un tout petit mot. L'Assemblée Générale Unitaire réunie cet après-midi a déjà arrêté plusieurs dates pour la semaine prochaine. Mardi 7 juin, Hôpital Debout, à Jeannet, de 15h à 23h. Mercredi 8 juin, une action surprise, comme on sait les faire au Havre. On en a eu une belle ce matin, opération surprise. Et à force de les appeler les opérations surprises, à chaque fois c'est des succès. Voilà, on a refoulé les flics et ce fut un succès. Jeudi 9 juin, nouvelle journée de grève avec un rassemblement régional au Havre, 10h30 à Franklin. Et encore et toujours, soutien au piquet de grève à Total tous les jours à 12h30. Ils en ont besoin les camarades. Et la CIM, jour et nuit en soutien pour les camarades qui tiennent le piquet, jour et nuit sur la CIM. Merci à vous. Bien, bonjour à tous. Alors je suis désolé, je suis pas l'intello, je suis Thiol Correlec. J'aurais bien aimé être l'intello ce soir, mais depuis tout petit on me dit t'es pas l'intello, t'es celui qu'on va mettre dans la rue. Ils ont raison, car aujourd'hui je suis dans la rue face à toutes ces lois infâmes. Et de vous adresser un petit message. Mieux celui-là. Voilà. Pour une fois qu'on me demande de parler plus fort. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Je tiens à vous apporter en ma qualité de secrétaire général le salut fraternel et syndicaliste des travailleurs portuaires du Havre, syndicat affilié à notre grande fédération des ports et docks CGT, tout comme le syndicat des ouvriers dockers, dont je salue fraternellement la présence ce soir, et donc je félicite la qualité de leur manifestation, la qualité de leur cortège, qui nous permettent d'être très très forts dans les rues du Havre. Depuis maintenant 3 mois, cumulant à ce jour 10 arrêts de travail de 24 heures sur le port du Havre et une participation de nombreuses initiatives interpro, nos professions portuaires ont pris part dans ce conflit pour exiger avec la CGT tout entière le retrait de la loi travail, véritable loi scélérate pour tous. Aujourd'hui, le gouvernement réactionnaire du Premier ministre s'entête à ne pas vouloir retirer son projet de loi et dénigre scandaleusement la CGT avec des propos méprisables. La CGT ne fait pas la loi, mais elle la combat quand elle est illégitime, antidémocratique, sans aucune réelle concertation, désavouée par l'opinion publique
et les travailleurs qui ont bien compris la régression sociale sans précédent que l'on nous promet sur injonction de l'Europe capitaliste. Une loi validée par les organisations réformistes, dont le Sénat souhaite durcir le contenu sur demande du patronat, ne peut être que néfaste aux travailleurs. Malgré les tentatives d'intimidation du Premier ministre, qui n'hésite pas à faire frapper les travailleurs et verser le sang par l'utilisation des forces de l'ordre, les grèves et blocages stratégiques se multiplient sur tout le territoire. De multiples AG se tiennent pour débattre et décider des orientations à prendre. Et si parfois il peut y avoir divergence dans le choix stratégique d'une action par rapport à une autre, le retrait de la loi demeure la revendication unanime portée par tous. Si on analyse succinctement la situation actuelle, cela fait plus de 30 ans en France, comme en Europe, que s'applique une baisse des droits des salariés, du coût du travail, avec pour seule conséquence une montée du chômage et une augmentation des dividendes versés aux actionnaires, avec un record plus 25% en 2015. Ainsi, dans un contexte de hausse du chômage et d'explosion de la précarité, ce texte va favoriser le dumping social et la mise en concurrence entre les salariés des entreprises sur un même territoire, une même branche. De ce fait, et sur cette seule analyse, le retrait de la loi Khomri est fondamental pour notre survie et pour nos gosses qui arrivent ou arriveront dans la société demain. C'est notre devoir de militants, de citoyens, de parents, en opposition à la politique du gouvernement Valls, d'exiger le retrait de cette loi infâme et en écrivant en même temps un nouveau code du travail dépoussiéré de toutes ces dérogations patronales et véritablement protecteur pour les salariés. En ce qui nous concerne, notre détermination et notre capacité à mener un combat juste et légitime sont sans faille. Elles sont à la hauteur du mépris affiché par ce gouvernement. J'en arrêterai là pour ce soir, il y a d'autres interventions, d'autres intervenants. Retenez bien le salut fraternel et syndicaliste des travailleurs portuaires du Havre et des travailleurs de la Fédération des ports et docks. Et j'en terminerai, s'il vous plaît, par vous relayer un message adressé très récemment par la Fédération CGT des ports et docks, qui souhaite remercier et féliciter les syndicats, les délégués, les travailleurs qui luttent pour leur exemplarité, pour leur sang-froid et leur détermination à porter des valeurs de solidarité, d'unité, de combat contre la régression, l'injustice, pour le progrès social et l'avenir de nos familles, de nos enfants. Merci à tous pour votre attention. Bon débat et vive la lutte et le progrès social. Alors cette convention collective, elle est calquée sur la loi travail et c'est un recul social sans précédent. Demain, on sera au 3e jour de grève reconductible par période de 24 heures et depuis le début de l'action contre la loi travail au 11e jour de grève. Alors la loi travail ne concernerait pas les cheminots. Ils l'ont dit à la télé, c'est écrit dans le journal. On nous l'a déjà faite celle-là. Notamment lors des différentes batailles pour la retraite. Maintenant, c'est fait aligner comme les autres. On a un service public, on a des obligations, on a des compensations et une réglementation spécifique qui déroge au code du travail. J'ai envie de dire pour l'instant. De quoi sera fait demain avec l'arrivée de la concurrence en 2019? Nous sommes convaincus que cette loi travail nous concerne, ou tôt ou tard, elle nous concernera. Alors on a reconduit la grève jusqu'à demain 10 h. On veut continuer et poursuivre la semaine prochaine pour gagner une convention collective de haut niveau et le retrait de la loi travail. Je me permets une petite parenthèse, alors je débute comme secrétaire au syndicat des cheminots CGT du Havre et ce matin c'était mon baptême du feu. Et je voudrais vous remercier les copains de l'UL pour cette magnifique action. Regarde du Havre, ça avait de la gueule, merci.
bien évidemment, on s'est inscrit dans les différentes actions. Dans les actions, dans les blocages, on a soutenu les camarades de la CIM, de Total, ou pour notre camarade au Palais de Justice hier. On continuera la semaine prochaine et on ira à Paris le 14 pour obtenir le retrait de la loi travail. C'est dans l'action, c'est dans la rue que nous sommes. Hier, on était devant le Palais de Justice pour défendre notre camarade Laurent. Nous n'avions pas de costume comme Macron. Nous n'avions pas de Rolex comme ces gars-là. Nous n'avions pas de bombes, car nous ne sommes pas des terroristes comme le dit Gattaz. Nous avions des drapeaux, notre cœur et nos tripes. Nous nous battons pour des droits nouveaux, d'autres droits, une autre justice. Une justice où les camarades comme Laurent ne seraient pas condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 18 mois de mise à l'épreuve. Une justice où les véritables coupables, les poitrons voyous, les casseurs du modèle social français, les pourfendeurs du MEDEF, les bandits du 440 seraient eux condamnés pour avoir brisé des vies en détruisant, en saccageant l'emploi en France et en semant misère et désolation derrière eux. Voilà ce qui serait justice. Voilà notre combat. Un combat pour un autre projet de société. Un combat pour un code du travail du XXIe siècle synonyme de progrès social. Un combat pour une convention collective de haut niveau à la SNCF. Un combat pour le retrait de la loi travail. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous gagnerons. Ken Loach, réalisateur qui a obtenu la Palme d'Or, nous a envoyé ce message, vous a envoyé ce message. Enfin, je le cite, enfin, les travailleurs engagent la lutte face aux multiples attaques contre leurs conditions de travail et leurs salaires. Au Royaume-Uni, nous avons une longue expérience de dirigeants politiques qui se disent socialistes, mais qui agissent comme les valets des multinationales. Tout ce qu'ils veulent, c'est une force de travail docile qu'ils puissent exploiter ou licencier à leur guise. Voilà ce dont le capitalisme a toujours eu besoin. Grâce à votre combat, une autre Europe se dessine qui repose sur la coordination, la coopération et la solidarité. Solidarité avec les travailleurs français. Ce message de Jérémy Corbyn, le dirigeant du Parti travailliste. Jérémy Corbyn écrit ceci, vous écrit ceci: nous savons que les droits des travailleurs ont toujours été conquis par les luttes des syndicats et les luttes de la rue. Seules de telles campagnes peuvent défendre les droits des salariés et les renforcer avant de conduire les parlements à voter des lois encadrant la protection sociale. Nous sommes donc à vos côtés et aux côtés des mouvements et des partis progressistes européens qui se battent pour défendre les droits des travailleurs et renverser les politiques d'austérité, politiques qui ne fonctionnent pas, et pour construire ensemble une Europe vraiment sociale à la hauteur de nos espoirs à tous. Royaume-Uni, Espagne, Irlande, on vous observe, on observe la France qui redresse la tête de partout en Europe. Et j'ai encore 2 messages à vous adresser qui proviennent du Portugal. Du Portugal où un gouvernement socialiste mais en coalition avec un bloc de gauche, avec le Parti communiste, avec leur soutien, est aujourd'hui au pouvoir et se heurte, comme la Grèce d'Alexis Tsipras, au diktat de l'Union européenne. Leur premier budget a, je cite, soulevé l'inquiétude de M. Juncker. Ils ont été obligés de le revoir. Voilà ce que nous écrivent des camarades portugais, à commencer par Catarina Martins, qui coordonne le bloc de gauche. Je la cite: « Je suis avec vous dans ce combat pour que la faillite de cette Europe de Juncker et de Hollande, qu'à la faillite de cette Europe de Juncker et Hollande puisse répondre la solidarité de l'Europe des travailleurs. » Et enfin, pour ne pas que la liste soit trop longue, mais elle pourrait l'être encore, je terminerai par un message
du président du syndicat des dockers de Lisbonne, qui a engagé un long combat contre l'application d'une directive européenne. Je le cite. Les dockers de Lisbonne ont freiné l'attaque contre les droits du travail dans un port qui résiste encore et toujours aux attaques de Bruxelles. Le scénario était apocalyptique. Menaces de licenciement collectif contre les grévistes, répression de la police, prise de grève. Unis, nous avons résisté et remporté la lutte. Je lance un appel vigoureux à tous les travailleurs français pour qu'ils continuent à se battre ensemble contre les forces du néolibéralisme. Nous savons que les dockers du Havre, de Marseille et d'ailleurs tiendront bon. À tous, notre solidarité, nos encouragements, la lutte paie. Dar las gracias a todas y a todos por vuestra lucha y por estar aquí. Merci beaucoup à tous pour votre lutte et pour être ici. Oscar Wilde decía que lo malo del socialismo es que se pierden muchas tardes. Oscar Wilde disait que le problème avec le socialisme, c'est qu'on perd beaucoup de soirées. Yo creo que no las estamos perdiendo, que las estamos invirtiendo para cambiar Francia, para defender nuestros derechos y para construir una Europa diferente. Pour changer la France, pour défendre notre droit et pour construire une Europe différente. Tenemos que comprender lo que se está jugando el pueblo francés y los pueblos de Europa en este mes de junio. On doit comprendre ce qui est en jeu pour le peuple français et pour le peuple d'Europe dans ces mois de juin. Sois los últimos en donde la Troika no ha conseguido imponer su programa de reformas contra la clase trabajadora. Vous êtes les derniers où la Troïka n'a pas réussi à imposer ses réformes néolibérales contre les droits sociaux. Francia no puede caer. No puede caer, no por Francia, sino por Europa también, por los pueblos y los trabajadores y las trabajadoras de Europa. No podéis caer y no vais a estar solas ni solos en esta lucha. La France ne peut pas tomber. Ce n'est pas pour la France, c'est pour tous les peuples d'Europe. Vous ne pouvez pas être seul, vous ne pouvez pas tomber. Por eso estamos aquí. Por eso hemos dejado el Parlamento, hemos cogido un coche y nos hemos venido aquí, que es donde está la gente, que es donde está nuestra gente, que son los que combaten y los que luchan contra los que quieren imponer su ley, la máximo beneficio contra nuestros derechos y también contra nuestras vidas. C'est pour ça qu'on est venu ce soir. C'est pour ça qu'on a pris une voiture depuis le Parlement européen. On est venu avec vous, avec les gens qui se battent, les gens qui avec leur lutte défendent tous nos droits. Y os decía que este mes de junio era muy importante. Je vous disais, ce mois de juin, c'est très important. A nosotros, en los últimos 5 años, nos han impuesto 2 reformas laborales iguales o peores que esta. Chez nous, les 5 dernières années, on a eu 2 réformes du code du travail similaires ou même pire que celles auxquelles vous faites face. 3 huelgas generales. On a eu 3 grèves générales. Más de 45.000 movilizaciones en 2 años. Plus de 45 000 mobilisations en 2 ans.
pero la impusieron. Mais ils ont gagné, ils l'ont imposé. Pero el mes de junio tenemos la segunda vuelta de nuestras elecciones. Mais le mois de juin, on aura le deuxième tour de nos élections. Y nosotros, y nosotras, las clases populares de España, tenemos la posibilidad, por primera vez en mucho tiempo, de ganar, de echarles a la calle, de despedirles. Les classes populaires en Espagne, on a la possibilité pour la première fois de gagner, de les virer, de les faire tomber, de les jeter dans la rue. Je traduis quand même. On doit comprendre qu'une bonne partie de nos problèmes aujourd'hui s'appelle Union Européenne, s'appelle Troïka. Mais on doit comprendre aussi qu'une bonne partie de nos solutions s'appelle construire un nouveau internationalisme, construire une Europe différente, une Europe de peuples, notre Europe, l'Europe des travailleurs. Nosotros y nosotras vamos a ganar las elecciones del 26J. Vosotras vais a derogar la reforma laboral y vais a mandar al cajón de la historia a Hollande y a Valls. A Hollande y a Valls. ¡Fuera! On va gagner les élections le 26 juin et vous allez obtenir la dérogation de la loi El Khomri. Vous allez dégager Valls et Hollande. Termino como empecé. Je vais finir comme j'ai commencé. La palabra socialismo es demasiado bonita para regalársela. Es demasiado bonita para que la mancillen. Vamos a volver a dar significado a esa palabra. Y no lo va a hacer ningún dirigente. Lo va a hacer los de abajo. Lo vamos a hacer las clases trabajadoras. Lo vamos a hacer los que verdaderamente siempre hemos construido socialismo. Alors, je vais finir pour dire, le mot socialisme est trop beau pour leur donner à nos ennemis. Il est trop beau pour se faire tâcher pour les élites. Alors, on doit resignifier le mot socialisme et c'est nous qui devons le faire. On doit faire un socialisme par les bas, un socialisme des travailleurs, puisque c'est les travailleurs qui ont toujours mené la lutte pour le socialisme. Je vais faire succinct, j'espère que ça va être clair. Les médias et le gouvernement tentent de faire supporter le rapport de force uniquement sur les pétroliers et sur un bras de fer que mènerait le gouvernement et la CGT. Cette démarche est méprisante vis-à-vis des millions de manifestants et de grévistes sur l'ensemble du territoire. Cela est méprisant vis-à-vis de l'intersyndicale et des nombreuses corporations en lutte, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et cela depuis plus de 3 mois. La situation dans les raffineries est 6 raffineries à l'arrêt sur 8. Et cela depuis 10 jours. Mais depuis 3 semaines déjà, plus une seule goutte de pétrole ne sort de ces raffineries. Malheureusement, les déblocages de dépôts par les forces de l'ordre ont limité un petit peu la pénurie qui se faisait sentir, mais les stocks ne sont pas éternels. Les tentatives également de division entre les grévistes et les non-grévistes
ont toutes échoué jusqu'à maintenant. Mais le patronat ne lâche rien, comme vous le savez. Mais nous non plus. Et les pressions sont constantes. Aujourd'hui, ils essayent de faire des votations dans certaines raffineries pour essayer de démontrer qu'il y a une minorité de grévistes. Ce n'est pas le cas et les grévistes tiennent bon. Total a également tenté de remettre en cause le droit de grève. Ça aussi, ça a échoué. La situation, je ne vous le cache pas, est quand même très tendue dans les raffineries et notamment, dernièrement, encore un peu plus, puisque à la demande du gouvernement, Total, la direction de Total, tente de faire négocier des accords de branche pour essayer, bien sûr, d'affaiblir le mouvement national. La CGT a rejeté les demandes de négociation de Total. On est rentré dans cette action intersyndicale, interprofessionnelle, et on tient à rester dans cette démarche solidaire, interprofessionnelle et intersyndicale. Et j'ajouterais qu'après le discours qu'on vient d'entendre, ça peut que nous donner envie de continuer à lutter. Juste un petit message qui va aussi nous faire chaud au cœur et nous rappeler qu'on n'est pas tout seul. La FSM, qui est un syndicat mondial à vocation révolutionnaire, nous envoie régulièrement des messages de soutien et forcément appuie nos luttes. Il faut savoir qu'il représente quand même 140 pays dans le monde. Et ça, c'est intéressant. Un dernier mot, et je pense que cette lutte, on va la gagner. On va la gagner et ça ouvre la porte à plein d'autres conquêtes sociales. Aujourd'hui, on parle des 32 heures. Si on venait du travail à tout le monde, ça passe par là. Donc, ça fait partie des revendications qu'il faudra également porter prochainement. Et je compte sur vous, bien sûr, et sur tous les camarades en lutte, pour qu'on mène à bien cette lutte exemplaire et inédite. Merci à tous. Alors moi, je suis là pour vous parler, non pas de nous, la majorité, mais de ceux qui croient être encore la majorité. Et c'est nettement plus intéressant. Tout à l'heure, c'est Laurent Delaporte qui intervenait et qui nous parlait finalement du mépris. Ce mot mépris, il est revenu plusieurs fois dans tous ceux qui ont pu parler. Et ce mépris, on le ressent aussi à l'Assemblée, bien évidemment. Ça peut être quand je prends la parole pour poser une question à Myriam El Khomri, le mépris est présent, puisque, voyez-vous, je suis caricaturale. Le mépris, il est aussi quand, en commission des affaires sociales, je parle de tous les témoignages de Vaut mieux que ça. Alors dans Vaut mieux que ça, évidemment, il y en a beaucoup. J'en avais pris que 10 ce jour-là. J'en avais pris que 10. J'avais même pas pris les plus extrêmes. Je voulais pas non plus être caricaturale. Donc j'en avais pris que 10. Et pourtant, en même temps que je parlais à la ministre, au bout de la table, à peu près là-bas, il y avait Christophe Borgel. Christophe Borgel, bien connu au Parti Socialiste, puisqu'il est responsable des investitures. C'est l'œil de Moscou. Ah non, c'est pas de blague. Si, c'est l'œil du PS, en fait. Et Christophe Borgel, ce jour-là, au bout de la table, pendant que je parlais, et que j'expliquais tous ces cas concrets, courts, avec le hashtag « on vaut mieux que ça », c'est-à-dire mon patron a demandé à ma femme de se faire avorter, ou bien on m'a bien dit que si je disais quelque chose, il y en avait une centaine derrière moi pour prendre ma place. Et au moment où je donnais ces exemples concrets, vrais, tirés de la vie de tous les jours finalement de notre si beau pays, Christophe Borgel disait « Ah,
Ah, c'est encore la voix de Luma qui parle. Et après, c'était Attard va encore nous faire du Zola. C'est ça finalement le mépris de nous tous à l'Assemblée. Alors cette loi, j'en veux pas non plus. On est quelques-uns à pas en vouloir, mais peut-être pas assez. Et puis surtout, si je veux essayer de revenir un petit peu en arrière, on nous parle beaucoup de cet article 2. Vous en parlez, les frondeurs en parlent. Non, le MEDEF n'en parle pas, mais il y en a quand même quelques-uns qui en parlent de cet article 2 qu'il faudrait supprimer par rapport à la hiérarchie des normes, par rapport aux accords de branche et aux accords d'entreprise. Ben, en fait, cet article 2, c'est juste l'os à ronger. C'est l'os à ronger parce que dans cette loi de travail, il y a plein d'autres choses. Et vous le savez aussi. C'est-à-dire que bien sûr, on touche à la médecine du travail, qu'on touche finalement, comme les sénateurs l'ont fait hier soir, pas en catimini du tout, hein, très fiers d'eux, ils ont supprimé les 35 heures. Voilà, ça c'était hier soir au Sénat, parce que il n'y a pas de plaisir, allons-y franco, supprimons tout. Ils sont revenus également sur le temps de repos quand vous êtes au forfait jour, allons-y pareil, allons-y carrément. Ben, finalement, ce mépris, il est effectivement partout, et cet article 2, c'est bien l'os à ronger. Dans toutes les lois de ce gouvernement, si vous regardez bien, finalement depuis le début, c'est-à-dire depuis 2013, depuis la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, et ensuite sur tous les textes, vous avez l'équivalent de l'article 2, c'est-à-dire quelque chose de tellement énorme que tout le monde va se focaliser dessus, la presse, les frondeurs, pourquoi pas aussi des syndicats, mais tout le monde va focaliser dessus, et lorsque le gouvernement aura cédé un petit quelque chose sur cet article et sur cet os à ronger, alors tout content d'eux, certains pourront dire ah, finalement on peut voter cette loi. Et c'est là où il ne faut absolument pas tomber dans le piège du gouvernement, de ce gouvernement, parce qu'à chaque fois, c'est le même système. Donc il y a cet article et il y a tout le reste, et c'est pour ça qu'on ne doit jamais lâcher, et que je sais bien que vous ne lâcherez rien, mais que c'est toute la loi, c'est le retrait de tout ce texte qu'il faut exiger tous ensemble. En même temps que tout le monde sur le terrain se mobilise contre ce texte et contre les autres, parce que évidemment quand vous êtes à Nuit debout, que ce soit au Havre, à Caen ou à Paris ou bien dans toutes les villes de France, c'est pas que sur la loi travail qu'on réagit. Et lorsque Miguel Urban nous parlait de Podemos, c'est sur toutes les lois qui sont des lois d'austérité qui nous sont proposées, et la lutte continue, parce que bien sûr qu'il faudra continuer avec le TAFTA, avec le CETA qui est déjà passé, mais aussi avec le TAFTA. Il y a la loi travail et il y a bien sûr tout le reste. Et c'est toute cette société que nous propose le PS aujourd'hui qu'il faut rejeter, en bloc. Alors, comment le gouvernement s'y prend? Bah déjà, il commence par nous imposer un état d'urgence. Et ça, c'est ce qui lui permet aujourd'hui de tout faire contre nous, contre tous ceux qui manifestent, contre tous ceux qui sont dans la rue, contre tous ceux qui osent réinvestir l'espace public pour débattre. Quelle horreur! Débattre dans les lieux publics. Et finalement, ce qui s'est passé il y a 2 semaines, ça évoque peut-être pas grand-chose parce qu'on commence à trouver ça banal de voter pour la prolongation de l'état d'urgence. Mais pourtant, la 3e prolongation, c'était il y a 2 semaines. Un jeudi soir. Jeudi après-midi, pour être précis. Je n'ai toujours pas voté, j'ai pas voté la première fois, donc je ne vois pas pourquoi je voterai la 3e. Mais ce jour-là, il y avait aussi un petit goût particulier à l'Assemblée, puisque 6 députés soi-disant écologistes rejoignaient le groupe soi-disant socialiste et finalement supprimaient d'un coup les rares qui pouvaient encore porter une parole contestataire, c'est-à-dire mon groupe, mon ex-groupe écologiste.
Et oui, parce que nous portions quand même une parole de contestation et nous étions quasiment les seuls avec le groupe GDR à pouvoir le faire. Alors ça fait pas lourd, hein, je veux bien l'admettre, on était, si vous avez 10 communistes et Front de gauche et 10 écolos, je sais. Moi aussi, je sais compter, ça fait que 20. D'accord. Sauf que là, il y en a déjà 10 de moins. Donc ça fait déjà beaucoup moins lourd. Donc ce jour-là, il y avait une parole de moins. Alors, moi, je vais continuer à parler de là où je suis, parce que je suis extrêmement fière d'être ici ce soir avec vous. Je suis fière d'être radicale. Je suis fière finalement d'être de plus en plus radicale chaque jour. Alors, il faudrait que je sois encore plus. Non, je crois que là, c'est mort. Je suis déjà la chieuse, si vous saviez, donc là, au-delà. Il va falloir trouver un autre mot. Non, si, je sais. Il y en a qui m'ont appelée la méchante. Mais c'était vraiment un compliment de la bouche de Myriam El Khomri. C'est un compliment. Merci. Alors, ce que j'aimerais vous faire comprendre, et je sais que vous serez d'accord avec moi, c'est que moi je ferai le maximum, encore une fois, à l'intérieur, de l'intérieur, en très bonne infiltrée que je saurai l'être. Et je compte sur vous, finalement, pour agir tout autour de l'Assemblée et de continuer les combats. Les combats. Il y a Merci Patron, mais il y a aussi Comme des lions. Je vous encourage à voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, je terminerai juste par une phrase. Alors c'est en anglais, elle me touche beaucoup parce que c'est Robin des Bois qui l'a dit. Et ouais, moi j'ai des sources, moi. Moi, monsieur, j'ai des citations et des références culturelles. Mais c'est Ridley Scott, c'est pas mal non plus, c'est pas Ken Loach, ok, d'accord. Ben, Ridley Scott, il a fait dire à Robin des Bois, finalement, sur une histoire qui se passe en 1215, lorsque les Anglais essayaient de remettre un peu de démocratie et de liberté dans leur royauté. Rise and rise again until lambs become lions. C'est-à-dire, levez-vous et levez-vous encore jusqu'à ce que les agneaux deviennent des lions. Vive les lions, merci. Mais les médias ont parlé beaucoup des centrales nucléaires la semaine dernière, mais il faut savoir que les salariés de l'énergie sont en action depuis le début aussi. On est à la centrale de Paluel, on est à notre 10e jour de grève. Aujourd'hui, ce 2 juin, une journée dans l'énergie à mettre dans les annales de Valls, Hollande et Gattaz. Certains considéraient que les électriciens et gaziers ne se sentaient pas impulsés dans l'avenir de leur entreprise et n'étaient pas concernés par le recul social historique inscrit dans la loi El Khomri. La croissance exponentielle des luttes menées par les salariés de l'énergie ces dernières 24 heures viennent de démontrer l'inverse. 1,2 million d'abonnés d'Île-de-France sont passés en heure creuse aujourd'hui. Des baisses de charges importantes ont été menées depuis hier 21h par les barrages hydrauliques, mais aussi le thermique à flamme et les centrales nucléaires. Des baisses de charges de plus de 5000 MW dans la production, avec des coupures électriques et gazières de plus en plus nombreuses sur les sites de quartiers et de villes. Filtrage aussi d'accès aux sites de travail. Ce matin à Paluel, nous sommes venus à 6 h du matin avec les salariés
EDF et prestataires. On a provoqué 1h30 de retard sur l'entrée du travail et après on est venu à la manifestation du Havre avec une centaine de copains de la centrale et les prestataires. Une liste qui n'a de cesse de s'allonger, heure après heure, démontrant que la colère légitime des agents se concrétise par l'action et la mobilisation. La Fédération Mines-Énergie, CGT, revendique aujourd'hui la coupure de Tulle, ville d'origine du président de la République. Ce matin, les jeunes de la fédération CGT, nos jeunes CGT, se sont emparés du compteur de la résidence secondaire de M. Gattaz. La fédération CGT se félicite de la convergence des luttes entre les professions, témoins les actions menées entre les salariés du RTE et des cheminots, ayant pour impact direct la rupture d'alimentation des réseaux ferrés et des rassemblements communs, ou encore la convergence interprofessionnelle ayant entraîné les coupures d'alimentation de Saint-Nazaire, Chambéry, Tulle, Toulouse, Montabaur, etc. Les raisons de mener la lutte sont légion pour les salariés de nos entreprises, situation financière, hypothéquant l'avenir même de nos entreprises et de nos conditions sociales, l'ouverture du capital, du réseau de transport électrique, la fermeture accompagnée de milliers de suppressions d'emplois, la loi dite travail venant déstructurer le droit social en France et les acquis des salariés de l'énergie. Face à la volonté du gouvernement de nous faire régresser socialement, face aux effets dévastateurs du marché de l'énergie pour le service public, les salariés répondent Code du travail et service public de l'énergie du XXIe siècle. Le pôle public est une nécessité, une véritable approbation sociale du secteur permettant d'aller vers de nouvelles nationalisations en urgence. Il faut en parallèle stopper les conséquences néfastes de la loi de transition énergétique, notamment celle privatisant les concessions hydrauliques ou la fermeture des centrales nucléaires comme Fessenheim, ainsi que les sites thermiques à flammes. Il s'agit aussi de stopper l'hémorragie des emplois dans les grands groupes de l'énergie, notamment dans les filières commerce et services partagés. Au total, c'est plus de 10 000 emplois qui sont concernés à EDF, Engie et Areva. Le niveau d'engagement dans la lutte des salariés de l'énergie s'accroît d'heure en heure, de jour après jour. Gouvernement et direction doivent entendre les revendications des salariés. Les demandes de rencontres en urgence de ces derniers mois sont restées lettres mortes par le gouvernement. Cette situation est scandaleuse. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de milliers d'emplois. La FNME-CGT se félicite de la responsabilité dont font preuve les militants, les syndiqués CGT, ainsi que l'ensemble des salariés engagés dans les différentes actions et mobilisations. Les différents piquets de grève assurent en permanence la sûreté des installations, que ce soit dans les installations nucléaires, les postes électriques ou les installations hydrauliques, et décident d'accepter les réquisitions pour remettre l'énergie suite aux intempéries dans un contexte de solidarité et de service public. Merci, camarades. D'autant que j'ai failli être en retard au départ parce qu'il y avait d'autres camarades qui bloquaient les dépôts de bus.
en région parisienne. Alors j'espère que quand je rentrerai chez moi demain, j'aurai la bonne surprise de voir que je suis passé en heure creuse. Non, je voudrais vous dire merci parce que vraiment, depuis ce matin, j'ai passé une formidable journée dans cette terre de lutte qui est le Havre. Vraiment, bravo à toutes et à tous. Et ce soir, franchement, c'est pas nous qui devrions être à la tribune, c'est les 30 000 qui étaient dans la rue ce matin. Puisqu'on est entre nous, et que ça sortira pas d'ici puisque le technicien de France 3 est parti, je vais vous dire, j'ai un lourd secret. Je viens d'une région et maintenant de dire que je viens de cette région, c'est devenu un peu compliqué. Cette région, c'est la Corrèze. Alors déjà, il y a quelques années, avec un certain président, c'était devenu pas très agréable. Avant, personne ne savait où c'était la Corrèze. Ça nous allait très bien. Maintenant, quelqu'un sait où c'est, grâce à Jacques Chirac, et on n'était pas sûr que ça soit bien. Mais après, il y a eu pire. Il y a eu pire parce que maintenant, on sait, je viens de Tulle, on sait qu'il vient de Tulle, François Hollande. Et je peux vous dire que quand on voit ce qu'il a fait de cette ville, on n'est pas étonné de voir ce qu'il fait de ce pays. Parce que ce matin, quand j'ai vu les dockers sortir du port, ça m'a rappelé à ma mémoire la sortie des ouvrières et des ouvriers de la manufacture d'armes de Tulle. Dans les années 60 et dans les années 70, quand il y avait des manifestations dans Tulle. Parce que Tulle, oui, c'est une terre de lutte aussi. Elle l'était plus, mais elle le redeviendra. Elle l'est plus parce que tout simplement maintenant à la manufacture, après le passage de François Hollande et d'autres, il n'y a quasiment plus personne dans cette manufacture. Et à la place des usines qu'il y avait à Tulle, il y a des centres commerciaux avec des caddies et puis c'est tout. La seule chose qu'il a fait à Tulle, c'est 2 ponts. 2 ponts et fermer les usines. Voilà le résultat pour Tulle. Alors ce matin, quand j'ai vu les dockers du Havre sortir, fiers, droits, ça m'a rappelé des souvenirs et rien que pour ça, ça valait le coup que je vienne ici. Après, je vais vous dire un autre secret. Et celui-là, il va moins vous plaire. En fait, Hollande, je crois qu'il est normand. Ah, c'est vrai, il n'est pas du Havre, il est de Rouen. Tout va bien. Ce qui est magnifique dans ce pays depuis 3 mois, c'est que la classe ouvrière, les travailleuses et les travailleurs, ils ont de nouveau relevé la tête. Et ça, c'est beau, c'est grandiose. Parce que comme le dit le titre de ce meeting ce soir, la majorité, c'est nous, et c'est personne d'autre. Parce que c'est nous qui produisons les richesses de ce pays. Et c'est ni Gattaz, ni Valls, ni Macron, ni Hollande. On relève la tête alors que depuis le début, ils cherchent à nous diviser. Diviser les organisations syndicales de lutte, en essayant de nous faire des cadeaux comme si on était à acheter. Non, on n'est pas à acheter. Ce qu'on veut, c'est le retrait du projet de loi et rien d'autre. C'est pas la peine de continuer. Enfin si, ils peuvent nous donner des trucs, mais c'est pas grave, on continuera la lutte. Pire que ça, on doit faire face à une violence policière et à une répression féroce. Il y a quelques minutes, j'ai reçu un mail à Rennes. Aujourd'hui, les voitures de police ont foncé sur les manifestants. Il y a plusieurs blessés. Il y a le camarade de la CGT qui est passé hier au tribunal avec plusieurs mois avec sursis.
On a des militants qui ont été blessés, notamment, vous en avez entendu parler, il y a eu un journaliste qui est dans le coma à Paris. Autour de ce journaliste, il y avait 3 militants de Solidaires, 3 militants de Sud Commerce, dont 2 qui ont été aussi blessés par cette grenade. Cette répression féroce, elle ne nous fera pas courber la tête. On a relevé la tête et on va continuer à marcher droit et on ne cherchera pas à se faire avoir par ce sinistre chantage à la violence. Non, nous on manifeste, nous on veut obtenir des choses et on ne m'entraînera pas dans ce sinistre manège de rentrer dans la violence. Il faut la refuser. Nous voulons le retrait du projet de loi. Mais pourquoi voulons-nous le retrait du projet de loi? Est-ce que nous voulons un code du travail refait par des experts qui seraient nommés par le gouvernement? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez l'inversion de la hiérarchie des normes? Est-ce que vous voulez des licenciements plus faciles? Plus d'heures de travail? Moins de médecine du travail? Moins d'égalité? Donc la seule chose à faire, c'est de retirer ce projet de loi et rien d'autre. Et pour ça, il faut continuer à manifester le 7, le 9, le 14, toutes et tous à Paris. Et on vous invite à venir place d'Italie, où on organisera un concert d'HK au départ et un autre à la fin aux Invalides. On continue la lutte, le jour, la nuit, debout, jusqu'au retrait. Merci et bonsoir à tous. Et je veux commencer en vous disant notre bonheur d'être avec vous et notre reconnaissance pour ce que vous faites ici. Effectivement, vous vous battez pour la majorité. En juillet 1992, peu avant le référendum pour la ratification du traité de Maastricht, l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard avait fait part de son inquiétude. Et il disait, je le cite, « Ce qui n'était pas prévu, c'est que les peuples puissent refuser ce que proposent les gouvernements. » C'était déjà l'expression du gouffre qui s'est creusé entre les peuples et ceux qui prétendent les représenter. Les dirigeants des grands journaux, eux aussi, voient les peuples comme un inconvénient, un obstacle sur le chemin du bonheur libéral. Le 10 mars dernier, alors que montait la contestation du projet de loi travail, l'éditorialiste du Point, Franz-Olivier Gisbert, écrivait « Vous avez raison, mais attendez un peu, vous aurez encore plus de raisons de le faire dans quelques secondes. » Gisbert écrivait « Comme il serait plaisant de gouverner s'il n'y avait pas ce satané peuple français. » Sans lui, notre pays serait depuis si longtemps un pays de cocagne, avec une économie dynamique et un taux de chômage proche de 0, comme chez nos voisins. La France n'est pas aidée, mais elle ne cède pas non plus. Son peuple n'est pas à la hauteur. Le peuple français n'est jamais tout à fait à la hauteur de Franz-Olivier Gisbert, qui, aujourd'hui, a eu le culot de comparer la CGT à Daesh. Tous ces dirigeants, tous ces journalistes dominants regrettent de ne pas pouvoir troquer une population de résistants contre une armée de petits soldats. Car les résistances, et vous en êtes la démonstration ici, les résistances ne cessent pas. En novembre-décembre 1995, avec le plan d'Alain Juppé de réforme de la sécurité sociale. En 2003, avec la réforme des retraites. En 2005, avec le référendum sur le traité de constitution européenne. En 2006, avec la réforme du CPE. Puis en 2010, avec une nouvelle réforme des retraites. Enfin, nous y revoilà avec la réforme de la loi travail. Réforme. Au moins, ils auront réussi à faire apparaître ce mot pour ce qu'il est, un synonyme de destruction des conquêtes sociales. La loi travail est en effet le point où converge le désir des banquiers, des oligarques de la presse, des hauts fonctionnaires européens.
Si je parle des hauts fonctionnaires de Bruxelles, c'est parce que la loi El Khomri correspond à une exigence de la Commission européenne. On vient de vous le rappeler. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a estimé la semaine dernière la réforme du droit du travail voulue et imposée par le gouvernement Valls est le minimum de ce qu'il faut faire. Alors je complète la citation. Le minimum. Le minimum, oui, parce que la suite, le maximum, la référence de Juncker, c'était, je le cite encore, les réformes qui ont été imposées aux Grecs. Et vous remarquez ce mot très démocratique, les réformes qui ont été imposées aux Grecs. Mais tout cela, bien sûr, vous le savez mieux que nous. Nous ne sommes pas venus ici vous faire la leçon, nous sommes venus pour apprendre de vous, de votre combativité, et surtout, nous sommes venus vous dire notre solidarité. Soutien et solidarité. Soutien et solidarité contre les coups bas de la presse, les coups de menton du gouvernement, les coups de matraque de la police. Soutien et solidarité contre ceux qui qualifient les résistants que vous êtes de minorités radicalisées, voire de terroristes. Nous sommes également venus vous dire notre conviction que ce mouvement, le vôtre, représente la majorité des Français et que sa radicalité, c'est-à-dire sa ténacité, sa détermination, sont les qualités qui manquent le plus à ceux qui prétendent nous représenter. Ceci dit, comme souvent dans l'histoire, la majorité des salariés n'est pas assez organisée pour engager le combat directement. Alors elle accompagne, elle encourage ceux qui se battent, ceux qui font le boulot, comme on dit, par procuration, c'est-à-dire pour tous les autres. Les mineurs se battaient dans les années 40 pour les travailleurs du bâtiment, puis les dockers dans les années 50 pour les ouvrières du textile et pour ceux qui combattaient le colonialisme en Indochine. Depuis, dans les années 90, les cheminots, les employés de EDF et de la RATP se sont battus pour défendre les retraites et les conquêtes sociales de tous. Et vous, salariés des ports et docks, de la chimie, du raffinage en ce moment, vous vous engagez aussi pour tous les autres. D'ailleurs, regardez ce que les autres ont obtenu en partie grâce à vous depuis que vous êtes mis en mouvement, depuis que le gouvernement a peur. Les revalorisations de salaire pour les fonctionnaires, l'abandon d'une partie de la réforme des congés à la SNCF, les concessions faites aux employés d'Air France. Car la radicalité, la ténacité de ce mouvement qui fait peur au gouvernement lui inspire un sentiment de panique. Il sait, ce gouvernement, que le mouvement contre la loi travail est beaucoup moins minoritaire que Hollande, Valls et les députés socialistes. Eux qui cherchent à imposer un texte dont ils n'ont jamais parlé au moment de leur élection, faute de quoi ils n'auraient pas été élus. Car à aucun moment, dans les 60 engagements présidentiels du programme de François Hollande en 2012, on ne trouve le projet d'une remise en cause du Code du travail. En revanche, ce programme de François Hollande promettait d'instaurer pour les entreprises qui se délocalisent un remboursement des aides publiques reçues. Promesse non tenue. De préserver le statut public des entreprises détenues majoritairement par l'État, EDF, SNCF, La Poste. Promesse non tenue. De demander à l'Union européenne une directive sur la protection des services publics. Promesse non tenue. D'interdire aux banques d'exercer dans les paradis fiscaux. Promesse non tenue. De supprimer les stock options et d'encadrer les bonus. Promesse non tenue. D'augmenter de 15% la taxe sur les bénéfices des banques. Promesse non tenue. De renégocier les traités européens en privilégiant la croissance et l'emploi. Promesse non tenue. En 2012, lors de son fameux discours du Bourget, François Hollande promettait même, je le cite, « Le quinquennat ne sera pas une volte-face, un zigzag, une contradiction,
D'ores et déjà, nous savons où nous voulons aller. Et il promettait, je le cite encore, de réenchanter le rêve français. Il alla jusqu'à dire, je me permettrai de citer Shakespeare, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve. Eh bien, nous réussirons parce que nous commencerons par évoquer le rêve. Le rêve français, c'est la confiance dans la démocratie qui sera plus forte que les marchés, plus forte que l'argent, plus forte que les croyances, plus forte que les religions. Fin de citation. Et c'est aussi pour cela que votre mouvement est populaire. Vous vous battez pour tous ceux que le déni de démocratie que nous vivons depuis 4 ans scandalise. Manuel Valls a menacé, la CGT ne fait pas la loi dans ce pays, a-t-il dit. Mais chacun sait bien que des syndicats comme la CGT et comme d'autres ne font pas la loi. Sinon, les conditions de travail et d'existence seraient bien meilleures, comme elles le sont devenues. Il y a aujourd'hui 80 ans, en juin 1936, quand pendant un instant seulement, le temps d'un été, le patronat a cessé de faire la loi. Et alors, des tandems conduits par des ouvriers se sont mis à chercher la mer. Beaucoup l'ont d'ailleurs trouvé pas loin d'ici. C'était les congés payés. Ce qu'un nombre croissant de gens refusent aujourd'hui, c'est que le MEDEF fasse la loi, c'est que la Commission européenne fasse la loi, c'est que les banques fassent la loi. Mais c'est aussi que les médias soient la caisse de résonance permanente de ceux qui font la loi, le MEDEF, la Commission européenne et les banques. Qu'y a-t-il au fond de plus démocratique que ce refus? Vous vous battez aussi contre les médias qui mentent. Nous sommes ici pour affirmer que les intellectuels et les dirigeants éditoriaux qui désinforment, qui diffament, qui injurient quotidiennement ceux qui défendent ce bien commun qu'est le droit du travail, tous ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Car qui sont les oligarques de la presse qui imposent leur loi à la quasi-totalité des quotidiens français? Bernard Arnault, deuxième fortune de France, propriétaire d'Aujourd'hui en France et des Échos. Xavier Niel, cinquième fortune de France, copropriétaire du Monde, de l'Obs, de Télérama. Patrick Drahi, sixième fortune de France, propriétaire de Libération, de l'Express, de BFM TV et de RMC. François Pinault, propriétaire du Point. Serge Dassault, propriétaire des Échos, Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, tous parmi les 10 premières fortunes de France. Puis Arnaud Lagardère, propriétaire d'Europe 1, de Paris Match, du Journal du Dimanche. Il faut bien comprendre qu'en tant qu'investisseurs et dirigeants d'entreprises, ces propriétaires de médias seront les premiers bénéficiaires de la loi El Khomri. Au siècle dernier déjà, un syndicaliste disait « N'achète pas un journal, tu ramènerais un patron à la maison. » Il y a quelques exceptions. Ces médias font beaucoup de bruit. Ils hantent nos journées, le matin à la radio, le soir à la télé, le midi au café sur l'écran de BFM TV. Mais ils n'ont jamais été aussi discrédités. Car les usagers de la presse les jugent corrompus, connivants, complaisants avec les forts, cassants envers les autres. Et puis, est-ce bien du pluralisme que de devoir choisir entre le journal d'un marchand d'armes et celui d'un banquier d'affaires? Est-ce bien du pluralisme de ne pouvoir s'informer que dans les colonnes et sur les antennes des champions des holdings et des paradis fiscaux? Est-ce bien conforme au projet du Conseil national de la résistance qui prévoyait d'affranchir la presse des puissances d'argent? Au lendemain de la guerre, une France ruinée a inventé la sécurité sociale. La France d'aujourd'hui est beaucoup plus riche. Elle ne doit pas accepter la régression terrible que constituerait la loi El Khomri et son monde. Cette bataille que vous avez engagée, il faut donc que nous la remportions. Il s'agira d'un premier pas, car ce mouvement en appelle d'autres, non plus seulement pour défendre des droits, mais aussi, j'espère, pour en conquérir de nouveaux. Je vous remercie.
la cible, il y a 10 jours, c'était pas connu, il y a 10 jours. Notre taulier nous disait toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Je pense que l'expression, on va pouvoir la mettre à la poubelle. La CIM, c'est quoi? Donc c'est le dépôt pétrolier du Havre et d'Antifère. Donc nous avons une centaine de bacs à la CIM, 4 gros bacs à Antifère. À Antifère, on reçoit des super tankers, et à la CIM, des moins gros en fait. Et on reçoit 40% d'hydrocarbures sur le territoire national. On envoie aussi, alors pour envoyer, je vous explique, c'est pour envoyer à la raffinerie Total, qui est en Normandie, et Gravenchon, Total Grand Puy, qui est en région parisienne. Et ce qui a marqué en fait cette lutte chez nous, c'est tout ce qu'on envoie en fait au niveau des aéroports de Paris, donc le carburéacteur. Voilà. Donc depuis le 24 mai, nous on est dans le mouvement. On a fait voter la grève à la CIM. Comme je le dis, c'est un peu notre 49.3. À la différence du gouvernement, c'est que nous on le fait voter par les salariés et les syndiqués. Depuis hier midi, donc on fait des AG, on appelle tous les 2-3 jours. Hier midi, nous avons appelé, nous sommes en grève jusqu'à lundi midi. Il faut savoir qu'à la CIM, et c'est pour ça que je félicite aussi les dockers, les portuaires et d'autres syndicats, on est encore le seul dépôt où on n'a pas encore vu les CRS. Je pense qu'ils sont quand même les bienvenus. J'ai des camarades qui sont là. On n'a pas de soucis là-dessus. À la CIM, ce qui se passe, c'est que pendant 4 jours, donc nous, c'est ce qu'on appelle le PEI, en fait, nos grévistes prenaient la sécurité du site. Les pomperies ne tournaient plus, et à part depuis vendredi dernier, donc par injonction du gouvernement, le dépôt a été repris par des salariés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les journaux. 17 salariés qui ont pris le dépôt, qui ont pris la sécurité. À savoir que nous, par équipe de car, on est 30. On est 5 équipes de 30 à l'exploitation. Donc je vous laisse imaginer au niveau de la sécurité, c'est un petit peu moyen. On a Nicolas Capron qui est sur l'affaire. Voilà. Maintenant, on va essayer de tenir. Je vous avoue que c'est pas facile. Les salariés sont prêts. Depuis tout le temps, depuis qu'on leur dit. Et puis on va essayer encore de tenir parce qu'on attend vraiment le gouvernement ne lâche pas. Nous on va rien lâcher du tout. Le taulier comprend plus en fait parce que bon, la CIM, petite boîte, on est quand même on est 286, une petite PME quand même. Et ben moi ça me fait vraiment plaisir qu'on les fasse chier parce qu'en fait avec 150 salariés on arrive à bloquer la moitié du pays. Je vous remercie aussi tous pour tout ce qui est caisse de solidarité parce que effectivement la grève c'est pas une partie de plaisir, c'est ce qu'on dit aux tauliers. Tous les jours on perd de l'argent, mais c'est ce que je dis moi à mes camarades, à mes syndiqués, je préfère perdre 3 semaines de ma paye et être tranquille pendant les 25 années qui vont arriver. Donc voilà, on est là, petite info, normalement les cadres ne devaient pas se relayer, avoir de relève. On a appris effectivement, alors c'est un petit peu bizarre, maintenant c'est le gouvernement qui gère la CIM. On a appris hier qu'on était devenu à moitié fonction publique parce qu'on a maintenant un service minimum. Donc c'est nouveau, vous voyez, en temps de lutte, on invente des choses. Moi ça fait que 10 ans que je suis à la CIM, mais la CIM a 100 ans. Et il a fallu attendre 100 ans pour savoir qu'en fait on était dirigé par le gouvernement, quoi. Donc c'est un petit peu facile. Voilà, je suis un fonctionnaire comme dit Reynal, assimilé, enfin je sais pas si le mot est bon. Donc nous on va rien lâcher mes camarades, on va jusqu'à lundi midi on va refaire une AG. On va attendre ce qui se passe aussi au niveau du gouvernement, on attend un signe aussi de notre confédération. Et voilà, donc je vous remercie à tous. Et je vous souhaite des bonnes luttes, une bonne manifestation. On ne lâche rien. Vive la CGT. Merci à vous. Et j'ai vu de loin, parce que j'ai dû faire 150 meetings depuis cette période, grossir les manifestations au Havre. Quand j'ai entendu 30 000, j'en avais les larmes aux yeux devant ma télévision. Et dans la ville de Jules Buron, je dirais mon ami Barman,
Évidemment qu'on est majoritaire, évidemment ils n'arrivent même pas à triturer les sondages. Ils ont essayé, ils en font tous les jours désespérément pour en trouver un qui soit en dessous de 70. Ah, je rate à chaque fois. Ils ont trouvé entre 71 et 75, ça peut pas rétrécir. Ils ont cherché chez les jeunes, un sondage jeune, peut-être que 78% des jeunes sont contre. Alors après ils ont dit mais les syndicats, il n'y a que la CGT, regardez. Et ben non, même la CGC vient de s'y mettre. C'est le 5e des syndicats. On a quand même 5 syndicats sur 8. La Fédération Métallurgie de la CFDT, parce que je les ai vus à Lyon sur les photos, je les ai vus en Alsace, je les ai vus à Paris avec un cortège, et ça se manifeste, ça rentre dans le manche dans ce syndicat aussi. Dans l'UNSA, il y a 3 fédérations qui n'acceptent pas. Quand on réfléchit bien, nous sommes entre 80 et 85% du mouvement syndical. Et nous avons intérêt à le dire comme ça. C'est-à-dire que quand ils nous attaquent, vous vous rendez compte, Gattaz, alors on est voyous, terroristes et Daesh, c'est ça? D'accord, attendez. Il faut suivre Gattaz quand même. Parce qu'au début, il a dit c'est une loi formidable en janvier. Puis après, quand il a vu qu'il y avait un mouvement contre, il a dit non, finalement, elle n'est pas très bonne. Puis après, il a dit vous avez reculé. Et vous entendez ce qu'il dit ces jours derniers? Soutien au gouvernement, ne cédez pas. Pour une loi où, paraît-il, il n'y a plus rien dedans. En fait, il a suivi la courbe de l'évolution de ce qu'on crée comme rapport de force. Et c'est sûr qu'il y a 10 millions de gens, parce qu'ils nous comptent les manifestations. Mais le nombre de gens qui ont participé une fois à une manifestation depuis mars, c'est probablement autour de 3 millions. Tout le monde n'a pas participé à toutes, mais c'est de cette façon-là. Alors après, que dire sur cette... majorité que nous sommes. Oui, ça va, bon. C'est que nous avons donc encore à expliquer, parce que je l'avais dit la dernière fois, il n'y a que 52 articles. Il n'y en a pas un, il y en a 52. Le premier, c'est le pire en fait, c'est pas le second. Parce que le premier, il dit, on va subordonner les humains aux entreprises, alors que depuis un siècle, on se battait pour subordonner les entreprises aux humains. Tout est là. Qu'est-ce qui doit l'emporter? Le deuxième, alors François hier il m'a dit, ne les fais pas tous. Je ne vais pas les faire tous, je vais faire le deuxième, parce que c'est la fameuse hiérarchie des normes. Et quand même, quand il y a hors des salles militantes, à chaque fois je bute quand même. C'est compliqué cette histoire d'hiérarchie des normes. Ça monte, ça descend, la loi, qu'encadre la branche, qu'encadre l'accord d'entreprise. Alors j'ai trouvé une parabole depuis la dernière fois, parce que je me suis souvenu quand j'étais inspecteur du travail, de 3 boîtes dans mon secteur qui étaient toutes de l'habillement. On avait une, elle était rue Saint-Martin, l'autre rue Mellet, la 3e rue Notre-Dame de Nazareth. La boîte de Saint-Martin, je sais, ils sont 45, le patron est un dur, il n'y a que des femmes. Ça fait de la machine toute la journée, les 4 rangées de femmes sont alignées comme ça, la contremaîtresse est sur l'estrade pour surveiller qu'elles ne parlent pas entre elles, et elle lève le doigt pour aller faire pipi. C'est le 3e arrondissement à Paris. Comment ça va se passer pour négocier le taux des heures supplémentaires? C'est ce que les gens ne comprennent pas toujours bien. Je vais vous dire comment ça va se passer. Le patron, il va montrer sur l'estrade à côté de la contremaîtresse. Et il va dire, écoutez, j'arrive plus à payer les heures supplémentaires 25%, je vous propose que dorénavant on les paye à 10. Il y a quelqu'un qui est contre? Elles vont toutes baisser la tête, elles vont faire le calcul pour elles, parce que leur salaire est bas. Parce que les heures sup, elles y tiennent, elles essaient de s'accrocher pour en faire chaque fois que possible. Elles vont calculer 25, 10%. Qu'est-ce que ça veut dire en moins dans la paye le mois prochain? Mais la négociation sera finie. Parce que ce que Valls a prévu, c'est une négociation collective. Point. Elle sera faite, il est monté sur l'estrade, la négociation collective est réglée. Dans la deuxième boîte, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le patron qui a 35 salariés, rue Mellet, il est plus sympa. Oh, il n'a pas de délégué du personnel, parce qu'il dit tout le monde pour frapper à mon bureau. Mais il ne va pas vouloir passer de 25 à 10. Il va vouloir exactement rester à 25. Oui, parce que finalement, il pense que sa marge est suffisante. Il va rester à 25, mais c'est le banquier qui va venir. Et le banquier va lui dire, monsieur l'employeur, le ratio entre le nombre de salariés que vous avez et la marge que vous dégagez n'est pas suffisant. Je connais des collègues à vous, à côté, qui font mieux, et moi, banquier, j'aime les entreprises où il y a une marge. Alors vous avez besoin de trésorerie, vous savez, à la fin du trimestre. Vous allez avoir besoin de moi, banquier. Je peux vous aider, mais il faut peut-être que vous vous aidiez vous-même.
Parce que si vous ne vous aidez pas, pourquoi vous aiderais-je? Alors le patron va dire quoi? Vous pouvez passer les heures supplémentaires de 25 à 10%. En temps ordinaire, le patron en question, il disait non, je ne peux pas, c'est la loi. Mais maintenant, le banquier va lui dire, ce n'est plus la loi, c'est El Khomri. Et par conséquent, le gars, il va réfléchir, puis il va aller voir ses salariés, et il va leur dire, on passe de 25 à 10%, pas méchamment. Et le troisième, je sais, il a 15 salariés, c'est un voyou, il a déjà 2 clandestins, il ne paye pas les heures sup, mais quand même son comptable va s'interroger, il va dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, rue Saint-Martin et rue Bellay? Et alors ils vont chercher sur le texte, et c'est le comptable qui va trouver, parce qu'il est voyou lui aussi. Il va dire, regarde, on n'est pas obligé de majorer les heures supplémentaires, on peut aussi les compenser. Compensation, dis donc, qu'est-ce que ça peut être? Ils vont avoir une idée tous les deux. On leur donne un blouson à la fin du mois. Et si ça leur plaît pas, on leur donne un blouson pour le petit en plus. Et ça va se terminer comme ça, bien entendu. Et je vous explique comment cette loi scélérate, dans un même quartier, à Paris, dans une même branche, à 3 rues d'intervalle, elle va faire baisser le salaire d'à peu près 100 salariés et qu'il y aura le dumping social introduit à peu près dans tout notre pays de cette façon-là. Comment tout va être tiré vers le bas dès lors que la loi n'est plus l'ordre public social et que la hiérarchie des normes ne s'impose plus. Pour arriver à pouvoir le dire à quelques millions de personnes plus pour les faire venir le 14 juin prochain. Parce que c'est par là la conviction que ça fait. Cette loi Uber, El Khomri. Parce que tout le monde n'a pas vu le petit article qui a été rajouté. Vous savez qu'ils ne l'ont jamais amélioré quand ils disent on l'a amélioré, on l'a corrigé. C'est faux, ils l'ont aggravé dans la dernière période entre le 49.3 et le moment où elle est rentrée au Sénat. Et ils ont changé des trucs que seuls les gens qui regardent de très près sont capables de voir. Et dans l'article 27, merci François, dans l'article 27, ils ont introduit l'idée que les VTC, les voitures tourisme avec chauffeur de Uber à Paris, ceux qui ne sont pas salariés, eh ben, ils ne pourront pas le devenir. Parce qu'en ce moment, il se trouve que l'URSSAF est en train de faire bataille pour faire payer des cotisations sociales à Uber. Et donc c'est une bonne bataille, ils ont raison, le responsable de l'URSSAF qui fait ça, il a totalement raison. Sauf que la loi El Khomri dit maintenant que l'article L7411.1 ne s'appliquera plus aux VTC. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus aller au prud'homme pour tenter de faire requalifier leur contrat et obtenir des cotisations sociales. Ce qui fait que la loi El Khomri désavoue l'URSSAF par avance si par malheur nous n'arrivons pas à la faire retirer dans son entier, non seulement l'article 1, l'article 2, mais l'article 27, et je ne vous parle pas du 52 sur lequel je vais terminer, parce que le 52 c'est celui qui s'attaque aux chômeurs. Il s'attaque aux chômeurs. C'est un chômeur qui s'est immolé par le feu à Nantes il y a 2 ans et demi. Parce qu'il était intermittent, et vous savez, les papiers des patrons, même quand ils veulent le faire, ils arrivent en retard, ils ne sont pas bien foutus. Et ils arrivaient en retard pour le Pôle emploi. Le Pôle emploi a décidé que quand c'était en retard, il n'y avait plus de versement d'indemnité. Et comme là, ils en avaient versé, ils ont dit que en fait, c'était des trop perçus. Donc le Pôle emploi est allé chercher dans la caisse, le compte bancaire du chômeur, l'argent qu'ils ont prélevé. Comme il était déjà en découvert, évidemment, parce qu'en grande difficulté sociale, eh bien, il n'avait plus de compte bancaire, il perdait son appartement, il s'est immolé par le feu devant le Pôle emploi de Nantes. Mais les organisations syndicales et les associations ont engagé une procédure pour dire que le Pôle emploi ne pouvait plus faire ça, aller chercher l'argent comme ça sur le compte sans prévenir. Et on a gagné dans cette procédure. Parce que le Conseil d'État, c'est extraordinaire. Le 15 octobre 2015 s'est prononcé, a dit non, le Pôle emploi ne peut pas faire ça. Vous ne pourrez pas aller chercher l'argent dans la poche du compte bancaire du chômeur qui est en difficulté alors qu'il est en règle, mais seulement parce que ses papiers sont en retard. Vous ne pourrez plus faire ça. Et que fait l'article 52 de la loi El Khomri? Il casse la règle du Conseil d'État du 15 octobre 2015. Il dit le Pôle emploi pourra à nouveau le faire. Faut la regarder, cette saloperie de loi. Elle est dégueulasse dans tous ces articles. Il s'attaque à notre loi du travail. On n'a aucune réponse. Aucune. Parce que c'est rendre hommage aux syndicats. Vive les syndicats. Ceux qui osent les attaquer.
ils devraient faire une génuflexion tous les matins, je ne sais pas si c'est comme ça. Ils prenaient sur leur tapis de lit là, et dire merci, c'est grâce aux syndicats si on a la sécu, c'est grâce aux syndicats si on a du droit au travail, c'est grâce aux syndicats si on a jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison que ces gens-là soient autorisés à se croire plus que Balladur ou plus que Chirac. Balladur, il a retiré le CIP en 1994. Chirac, il a retiré le CIP en 2006. Il doit leur tirer Hollande. Il doit leur tirer Valls. Et nous devons gagner cette bataille. La majorité, c'est qui? La majorité, c'est qui?